je ne suis pas seulement ce corps que je porte. Je suis plus que la chair et l'os sur la grève. Je suis ce lac renversé, jusqu'à la dernière goutte. Je flotte dans l'abondance bleue du lac. Mes épaules soupirent dans l'air frais du jour qui s'achève. L'allégresse se noie dans ce qui me compose. J'écoute le chant pénétrant de l'eau qui frissonne, et le vent, je le dévore sans bruit. Je suis naissante dans le flot scintillant des vagues. Le torrent n'est plus très loin de la lumière. Ma nudité absorbe l'immensité du ciel. Je suis nue dans l'aube. Je suis comme vous, une âme de passage en ce monde. Bonjour chers amis, bienvenue à l'émission Mosaïque. Aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur, le bonheur de recevoir une auteure, une poète, une amoureuse des mots, une amoureuse du verbe. Bonjour, Marie-Belle Ouellet. Bonjour, Patrick. Là, j'ai dit beaucoup de mots pour te décrire. Beaucoup de mots parce que on ne décrit pas Marie-Belle Ouellet avec un seul mot, par exemple, poétesse ou tout ça. Comment te décris-tu, toi, Marie-Belle? Grosse question en partant, là. Je me décris comme un être humain au départ. Oh, pauvre, hein? C'est bien. Oui. Une femme? Une femme. En plus, une mère. Et bon, en tout cas, oui, mais... Et si on s'en va jouer dans le carré de sable de l'artiste, là, ça, okay. On décrit ça comment? Une Marie-Belle Ouellet. Je dirais que c'est plus que l'amour des mots que j'ai. C'est vraiment l'amour des émotions. C'est l'amour de la transcendance, l'amour de l'ouverture sur ce qu'il y a autour de soi aussi. C'est peut-être bien profond, genre. C'est profond, mais c'était ça. T'es une femme qui est poète d'abord, parce que moi, je me rappelle, la première fois que je t'ai rencontrée, là, peut-être la deuxième, tu étais en résidence ici à la Maison Félix avant qu'elle devienne ce qu'elle est devenue. Elle est un petit peu plus... moins qu'elle est aujourd'hui, on peut dire ça. Je dirais que peut-être moins accessible aux artistes, mais quand même accessible pour tous. Non, mais je parle à l'époque, avant sa rénovation. Oui. Tu étais ici, tu étais en résidence ici, donc tu connais les lieux, tu t'inspirais des lieux. Je me rappelle que tu avais dit que tu avais un peu puisé dans cette émotion-là qu'on peut ressentir quand on est ici, si on reste ouvert, là, on ouvre nos chakras. Là. Oui. Qu'est-ce qui te reste justement de ta résidence? Reste-t-il quelque chose? C'est certain qu'il reste des choses. Il reste la présence de Félix Leclerc qui est à l'intérieur de mes pensées ou de mon écriture, parce que quand j'étais ici, présente ici, je prenais le temps de lire l'œuvre de Félix, que je connaissais un peu par sa chanson, mais que je connaissais pas beaucoup par ses romans ou sa poésie, ses pièces de théâtre, exactement. Puis j'ai aussi découvert le personnage parce que j'ai lu sur sa biographie. Donc, c'est assez complet. Mais c'est surtout aussi l'errance qui est restée de cette résidence d'artiste-là. L'errance dans le sens de Félix Leclerc, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup se promener, aller à la rencontre des gens et des paysages, et c'est ce que j'ai vécu aussi. Je me suis dit, je vais aller vivre un peu dans sa peau, et j'ai fait les parcours de Félix autour de sa maison. Pour t'inspirer? Pour m'inspirer, c'est ça, exactement. Essayer de me mettre à sa place. Les mots sont arrivés dans ta vie, au-delà du papa-maman, qu'on est bébé, là, sont arrivés de quelle façon pour que tu en deviennes si amoureuse? Écoute, le premier mot que j'ai dit, c'est pas papa ni maman, c'est fleur. Fleur, pour vrai? J'étais déjà poète. Non, mais fleur, c'est pas facile à dire. Je le disais peut-être pas avec le L, fleur. Mais écoute, c'est peut-être, dans le fond, ma grand-mère qui m'offrait des livres. Anne La Maison Pignon Vert, ça a été vraiment le premier contact, je dirais poétique, parce que son écriture, je trouvais qu'elle décrivait beaucoup les paysages et je trouvais qu'il y avait vraiment une connotation qui me faisait voyager. Puis là, j'ai dit, moi aussi, j'ai envie d'offrir ça aux gens, ces sensations-là que je vis en ce moment. Puis très jeune, j'avais écrit dans mon petit cahier d'école préscolaire que j'aimerais ça être auteur. L'année suivante, écrivain. Tu savais vers quoi tu t'enlignais. Mais c'est souvent qu'on est enfant, hein, qu'on sème les premiers germes de ce qu'on deviendra plus tard, naturellement. Là. Oui, c'est ça. On sait rapidement qu'est-ce qu'on veut faire dans la vie. Exactement. Il y a des gestes que peut-être que certains adultes pensent que c'est anodin, mais ça fait vraiment une différence. Les gestes que ma grand-mère m'offrait des livres, elle les signait avec un petit message pour moi, me montrait la valeur de ce que c'était un livre. Ma tante aussi, tu sais, c'était tout dans la famille de ma mère. Donc, ma mère adorait lire, puis elle m'amenait dans les musées. Tu sais, on aimait la littérature, on aimait la culture.
on savourait tout ça. Fait que c'est sûr que ça l'ouvre un petit peu la porte sur ce monde-là. Et parlant de portes, toi, tu nous as ouvert de belles portes. Entre autres, avec le livre, le titre me fait capoter, Un peu de ciel au bout d'une corde. Oui. Ça vient d'où un titre comme ça, Un peu de ciel au bout d'une corde? On trouve pas ça à la station-service, là? Non, c'est ça. J'aimerais ça, mais c'est pas ça. Ça prend du temps à trouver un titre comme ça? Ça prend du temps. Au-delà du texte, là, je veux dire, je parle même pas du texte, on est juste au titre, là. Bien, c'est sûr que le titre, je le trouve pas en premier. Moi, OK. c'est pas comme ça que je fonctionne. Je vais vraiment comme écrire. Ça m'a pris quand même 3 ans. 3 ans à l'écrire. Ouais. Est-ce que ça t'a pris du temps avant de découvrir que ce que tu voulais ou aimais écrire prenait plus la case de poésie? Ou Ça, non, parce que je lisais beaucoup de poésie au départ. OK, déjà c'est quelque chose. Oui, j'avais déjà l'intérêt à Émile Nelligan, puis les poètes plus anciens aussi. J'ai commencé par ça. OK. Puis j'avais vraiment une attirance pour ces mots-là, pour Ça te faisait quoi de lire ça? T'étais jeune? J'étais jeune, oui. À l'âge de 10 ans, je commençais déjà à lire de la poésie. Oui. Puis ça venait te chercher? Ça venait me chercher, je sais pas, c'était la sensibilité peut-être de ces êtres-là, cette sensibilité-là, mais aussi cette grande conscience de l'existence qui m'habitait, là, qui me faisait comme me dire « Ah, je suis pas tout seul », parce que j'avais des grands questionnements philosophiques quand j'étais jeune. Et que là, ça me rejoignait beaucoup. Tu trouvais des réponses dans la poésie? Je trouvais des réponses qui n'étaient pas nécessairement une réponse toute faite, qui me laissait le choix, toujours. OK. J'avais cette liberté quand je lisais. Et quand tu en écris, tu cherches des réponses ou tu poses des questions? Quand j'en écris, je pose pas des questions. Je me vois plus comme je m'installe dans ma maison, qui est mon intérieur, puis j'ouvre les fenêtres très, très grandes, puis je laisse entrer l'air. Ça prend une certaine prédisposition, là. C'est pas entre deux boires de bébé quand on est maman, jeune maman, ou entre deux soupers. Tu soulèves un bon point, parce que quand mes enfants étaient petits, j'ai complètement abandonné l'écriture. Complètement. Ça Mais t'a c'est manqué? pas vrai que j'abandonnais. Oui, ça m'avait beaucoup manqué, puis je le disais à mon mentor, Michel Plot. On se parlait, on s'écrivait, puis je lui disais « ça me manque vraiment. J'ai l'impression que ça reviendra pas. Tu sais, qu'est-ce qui va se passer? » C'est souvent le cas des mamans qui viennent d'accoucher, c'est ils perdent un peu ce qu'elles aimaient faire ou ils délaissent. Ça peut être du sport, ça peut être de multiples choses. Mais C'était toi, plusieurs les mots. choses. Bien, c'était l'écriture. Il y avait d'autres choses, mais c'était surtout l'écriture qui me manquait. Parce que le sport, je pouvais quand même, tu sais, on pouvait s'organiser. Mais l'écriture, il faut vraiment que tu te concentres. C'est un moment, là. Oui. Et il m'avait dit, tu n'es pas en train de perdre, tu n'es pas en train de pas écrire. Ça se passe en dedans en ce moment. Puis tu accumules un bagage. Il y a quelque chose là, que tu vas avoir en dedans de toi. Quand tu vas retourner à l'écriture, ça va être là. Tu es en train de cultiver ton jardin derrière, quelque part. Oui, c'est ça. Puis ça a été vrai? Ça a été vrai. Puis ce qui m'a remis sur la carte aussi, c'est cette résidence d'artiste-là chez Félix. Parce que là, mon plus jeune, il avait quoi, 2 ans peut-être? Puis là, je m'étais dit, quand est-ce que je vais pouvoir faire ça? Quand est-ce que je vais pouvoir me remettre à ma table d'écriture? Puis là, il y a eu cette opportunité-là. Puis là, je me suis dit, j'y vais. Puis là, Marie-Belle, j'ai une petite frustration. On doit terminer l'entrevue ici. On n'a pas encore parlé je lui avais une question incroyable à poser, une question extraordinaire. Mais je t'invite, on va te réinviter à l'émission. Ça te va? Parce que je veux vraiment parler de la poésie, parce que je veux savoir comment on lit ça de la poésie, mais on s'en reparlera dans une prochaine entrevue. D'accord. Mais on va quand même continuer à parler des mots, parce que dans quelques instants, je vais rencontrer Julie Bellefeuille du Centre d'archives. Elle va nous expliquer pourquoi le Centre d'archives ne s'appelle plus le Centre d'histoire. À tout de suite. Je me retrouve en ce moment au Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges en compagnie de son archiviste directrice, Julie Bellefeuille. Bonjour, Julie. Bonjour, Patrick. Merci de nous recevoir. Ça fait plaisir. Julie, moi, la première question qui me vient, là, c'est que le Centre d'archives de Vaudreuil-Soulanges, avant, s'appelait le Centre d'histoire La Presqu'île. Tout à fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé durant la nuit, à un moment donné, que le centre a décidé de changer de nom? Qu'est-ce qui s'est passé? On a eu un déclic. Non, c'est parce qu'en 2015, après discussion, on a décidé de changer de nom pour mieux représenter notre mission et le territoire couvert. Tout simplement. Tout simplement. Un centre d'histoire, oui, c'est vaste, mais ça ne dit pas qu'on conserve des archives et qu'elles sont accessibles à tous. Donc, un centre d'archives, ça parle déjà plus.
Et la presqu'île, il y a plusieurs gens qui nous demandaient, c'est où ça? Et où cette presqu'île-là? Et où? Ouais. Donc, en mettant Vaudreuil-Soulanges, les gens peuvent se situer sur une carte. Et là, tu disais que ça reflète plus votre mission. Tout à fait. Bien justement, puisque tu le mentionnes, c'est quoi la mission exactement du Centre d'archives? La mission du Centre d'archives, c'est de conserver la mémoire documentaire de Vaudreuil-Soulanges. La mémoire documentaire. La mémoire documentaire, donc les documents qui vont relater l'histoire des gens qui ont vécu dans Vaudreuil-Soulanges, mais qui l'ont construit, qui y ont habité. Donc, c'est vaste, là. C'est très vaste. Ça englobe autant les familles, les individus que les entreprises, les organismes, tous ceux qui ont fait l'histoire de la région. Parce que la mémoire documentaire, c'est aussi la mémoire papier, la mémoire des objets. Oui. C'est aussi, j'imagine, la mémoire numérique. Ça va devenir de plus en plus numérique aussi. Parce que ça fait partie, on se parlait tantôt, puis tu me disais que ça faisait partie, entre autres, le numérique des enjeux du Centre d'archives. Tout à fait. Parmi les enjeux, justement, est-ce que celui-là, parce que moi, ça m'interpelle beaucoup, le numérique, on est là-dedans en ce moment, on envoie, il y a de la vidéo partout, il y a tout ça. Est-ce que le numérique, c'est l'enjeu le plus important ou vous en avez Il y en a deux autres très importants aussi, c'est le financement et le manque d'espace. Le manque d'espace, OK. Le manque d'espace, oui. Physique, là. Physique, oui, naturellement. Ouais. Parce que les archives prennent de plus en plus de place. On doit faire de l'acquisition. Un de nos mandats dans notre mission est de faire de l'acquisition. Donc, les gens nous apportent des documents. Il faut les entreposer à quelque part. Et on doit en faire, donc on les accepte. On a des tris à faire à l'intérieur des documents. On ne conserve pas tout. Mais avec le temps, les documents s'accumulent. Donc, il faut les ranger sur les étagères. Et... C'est ça, c'est pas juste du classement, là, c'est savoir où on le classe, où on les classe, ces documents-là. Et là, physiquement, ici, est-ce que vous avez atteint une limite? Puis là, on est rendu à penser à construire un autre étage. Je sais que ça ne fonctionne pas comme ça. Non, on ne pourra pas construire un autre étage, mais on est presque à saturation, oui. Et il va falloir penser à déménager. Nous avons déjà commencé les démarches pour un déménagement. Ah oui? Oui. Puis ça, c'est ça. Quand on déménage dans la vie, d'une maison, bon, on met ça dans des boîtes, puis on finit par déménager, trouver la maison de ça. Un centre d'archives, là, déménager ça, un centre d'archives, ça demande plus que des boîtes en carton, j'imagine, là, dans le... Bien, naturellement, les archives vont demeurer dans leur boîte. Elles sont déjà en sécurité dans leur boîte acide neutre. OK. En ce moment même, là? En ce moment même. C'est on pas les sur voit... des tablettes, là? C'est pas Ils tabletté. sont sur des tablettes. Ici, on est dans la salle de consultation. Ce OK. sont des livres, des ouvrages de référence pour les chercheurs. Mais de l'autre côté du mur, derrière moi, il y a plusieurs étagères mobiles. Et sur les étagères, il y a toutes les boîtes contenant les archives. Et là, c'est là que c'est... comment tu as dit ça tantôt? C'est conservé, neutre? Dans des boîtes acide neutre. Acide neutre, Acide OK. Acide neutre. pour ne pas que l'acide contamine les documents ou les fasse vieillir prématurément. Les documents n'aiment pas l'acide, là? Du tout. Non, parce que ça bouffe les documents, littéralement. Tout à fait. Comment on fait pour contrôler de l'acide? Là, j'ai plein de questions, mais comment on fait pour contrôler de l'acide neutre, là? Ça va acheter ça à la pharmacie, puis... Oui, bien, pas à la pharmacie, mais dans on a des fournisseurs spécialisés dans ce domaine-là. Donc, ils produisent des boîtes qui ne contiennent pratiquement pas d'acide, comme les boîtes ordinaires en contiennent beaucoup. Nous, il faut trouver des boîtes qui n'en contiennent pratiquement pas. OK. Donc, c'est... Mais mis en contact, je veux dire, par exemple, vous les manipulez, là, on a de l'acide sur les mains? On a-tu de l'acide positif? Comment ça, non? Bien, sur les mains, on a un gras naturel sur nos mains. OK. Et c'est pour ça qu'on met souvent des petits gants blancs pour manipuler les documents. OK. Donc, le principal défi, on peut dire, en ce moment, du centre d'archives, est-ce que c'est ça? C'est l'espace? C'est un de ses principaux défis, c'est l'espace. Il y a toujours le financement qui vient... Le financement, là, on n'a pas parlé, il va falloir en reparler parce que... Oui, une autre fois peut-être, mais... Puis, bien, pour revenir à l'espace, est-ce qu'il y a eu un moment donné où, vous savez, il va y avoir un point, pas de non-retour, là, mais c'est-à-dire que les documents, ils ne rentreront plus, là, je veux dire, entre le moment où on décide de dire, bien, on va déménager, et que ça se réalise parce que ça prend du financement, ça prend un endroit, ça prend... Bon, j'imagine qu'il y a plusieurs choses auxquelles penser, mais on fait quoi? Est-ce que vous en apportez dans vos sous-sols ou... Non, on n'apporte pas le tout dans nos résidences. Non. On essaie d'agrandir par l'intérieur. Okay. Donc, on fait du ménage dans d'autres documents qu'on pourrait avoir, autres que les archives. Donc, on peut jeter, par exemple, un document de Montcalm qui a besoin de ça pour le remplacer non, par... non, pas du tout. Non, ça, c'est un blague, trésor. On le conserve précieusement. Non, peut-être que si on a
des documents qu'on retrouve en double ou en triple dans un fonds d'archives, on va conserver une seule copie. Fait que ça va réduire la masse un peu. Bon, là, j'ai l'impression, Julie, je t'ai parlé de plein de choses, puis de rien à la fois, parce que là, je voulais tout savoir. Fait que ce que je te propose, c'est de revenir dans un autre rendez-vous pour qu'on puisse parler, oui, du numérique, on a eu à peine élaboré, puis parler du déménagement, où c'est qu'on pourrait éventuellement déménager dans Vaudreuil-Soulanges, parce que je pense que les gens seraient intéressés à ça. Mais merci pour toutes ces réponses-là. Je me réinvite. un peu de ces quatre. Bienvenue. Ben, c'est parfait. Ben, merci beaucoup. Et tant qu'à vous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. J'espère que vous avez apprécié. Une autre émission de Mosaïque. Puis, faites attention, vous autres. Ciao!